Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Dialogue littéraire. Nous nous trouvons aujourd'hui à la Maison de la Fontaine, l'un des vestiges du vieux Brest, situé au cœur du quartier de Recouvrance. Vous pouvez actuellement y découvrir une exposition du Lorientais Pierre Le Saint. Après avoir vécu durant une année à Recouvrance, il s'est saisi de figures locales pour les métamorphoser en personnages mythologiques, bibliques ou héros de la pop culture. Un monde en soi et dans lequel vous pourrez vous plonger jusqu'au 29 juin. Lors de cette émission, Adeline nous livrera ses derniers coups de cœur BD pour les petits et les grands. Nous retrouverons également Lolita Pile et Gisèle Bienne pour une présentation de leur dernier roman au micro de Nolwenn et Laurane. C'est en 2002 qu'est paru le premier roman de Lolita Pile, Hell, une plongée au cœur de la jeunesse dorée parisienne qui a marqué une génération de lecteurs et a été adaptée au cinéma en 2006. Alors qu'elle n'avait rien publié depuis 11 ans, Lolita Pile nous propose aujourd'hui un nouveau roman, Elena et les joueuses, intégralement écrit à Brest et dont l'action se déroule sur une seule journée du mois d'août, torride, à Paris. Retrouvons tout de suite l'auteur en compagnie de Nolwenn. Bonsoir Lolita Pile. Bonsoir Nolwenn. Je suis très contente de vous recevoir à Brest ce soir à la librairie Dialogue où nous allons parler de votre dernier roman, Elena et les joueuses. Avant cela, je voudrais juste revenir sur les 3 précédents romans que vous avez publiés. Donc, il y a eu Crépuscule-Ville en 2008, Bubblegum en 2004 et bien entendu Hell en 2002. Et donc 2019, Elena et les joueuses. Nous y rencontrons Elena Filleul, une ancienne joueuse de tennis qui s'apprête à aller chercher son compagnon Ismaël à la gare. Pouvez-vous nous raconter la naissance d'Elena et les joueuses? Hélas, Elena est née du chagrin que j'ai ressenti après les attentats de Paris. J'écrivais donc dans la maison de mes parents, à Brest. Mon téléphone chargeait dans une autre chambre et un soir, j'allais de temps en temps regarder si j'avais des messages. Et j'ai regardé mes réseaux sociaux et j'ai vu que tous mes amis étaient réfugiés dans des appartements, dans des bars, dans des souterrains, On parlait de balles, de mitraillettes. Et quand j'ai compris ce qui s'était passé, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai ressenti quelque chose, une douleur très étrange parce que je n'étais pas là. Et donc Elena a été un moyen de faire revivre pour moi Paris, qui était non seulement lointain, mais en plus dans un moment fâcheux. Et dans quel état d'esprit se trouve Elena en ce 29 août 2014 ? Elena est une ancienne joueuse de tennis. Son père était une sorte d'homme d'affaires algérien qui s'est fait tout seul, qui était plus ou moins l'homme de paille de Lazare Chevreloup, le chef de la famille Chevreloup. Il fabrique des avions et des armes. Et le père d'Elena a été impliqué dans un scandale au Yémen, de vente d'armes au Yémen. Il a été jugé, il s'est enfui, il est mort. Et Elena a été recueillie par la famille qui employait son père et qui est peut-être responsable de cette terrible mésaventure qui est arrivée à son père. Un beau jour, dans une demi-finale, elle a jeté sa raquette et elle est partie parce que Elena ne tolérait pas l'esprit du jeu dans le sport de haut niveau, la compétition, l'élimination, la culture de la performance. Donc, elle cherche une façon de survivre dans la société autrement. Si on s'arrête un instant sur l'écriture de ce roman, sur votre style, il est proche d'un certain classicisme dans les descriptions et d'une oralité dans les dialogues. Vous mélangez tout cela très bien. Est-ce que c'est un jeu pour vous de mélanger les styles ? Quand j'ai commencé à écrire Elena et les joueuses, c'est le premier volume d'une série de romans. Il y en a 4 ou 5 que j'ai tous écrits à Brest. Je voulais vraiment écrire un roman dans une langue qui était vraiment purement littéraire. Et à un moment, je suis un peu sortie de chez moi, je suis retournée à Paris, j'ai parlé avec des êtres humains et je me suis rendu compte que notre langue actuelle, notre langage contemporain existait. Il existe. Il n'existe pas encore dans la littérature. En tant que littéraire, en tant que littérature, mais il existe. Francis Bacon, le philosophe pas l'artiste, a écrit une phrase très simple que j'ai écrite à la craie au-dessus de mon bureau à Brest. Tout ce qui est digne d'exister est digne de science. Et donc, tout langage qui existe est digne de littérature. Je me suis traduit cela comme ça. Donc j'ai comblé les lacunes, les fléchissements de ma langue antique avec des oralités, des choses naturelles de maintenant.
Voici un récit saisissant qui est un véritable cri d'alarme sur la destruction de notre environnement et de notre santé. La romancière Gisèle Bienne nous y raconte son frère, mort prématurément d'une leucémie après avoir été exposé aux pesticides pendant de nombreuses années. Lors de son passage à la librairie, Laurane s'est entretenue avec elle sur ce sujet d'importance et d'actualité. Bonjour Gisèle Bienne. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à la librairie Dialogue pour votre livre La Malchimie, paru aux éditions Actes Sud. Dans ce récit, on se glisse auprès de Gabrielle, sœur aînée et aimante de Sylvain, son jeune frère touché par une maladie fatale, une leucémie aiguë myéloblastique. Ce livre, aussi troublant que nécessaire, à quel moment a-t-il pris forme dans votre esprit ? Il a pris forme très lentement parce que j'ai utilisé des prénoms qui recouvrent en gros la situation de mon propre frère et de moi. Donc au moment où il a été atteint de cette leucémie grave, je me suis posé des questions sur l'origine de sa maladie, ce qui avait pu déclencher sa maladie. Et comme il était ouvrier agricole, et que nous savons que les ouvriers agricoles sont en contact des produits phytosanitaires, dits phytopharmaceutiques, enfin des pesticides, et qu'ils engendrent beaucoup de maladies chez cette catégorie sociale, j'ai commencé à me documenter. Mais je n'étais pas encore sur la voie d'un livre. Alors sur la couverture de ce livre, on peut voir le mot « récit ». Cette mention, que permet-elle à l'écrivain? Une mise à distance nécessaire à l'écriture du livre? Oui, nous avons hésité avec l'éditeur, l'éditrice, entre récit et roman, mais comme le livre quand même témoigne d'un fait qui a eu lieu, qui est un fait privé, mais aussi un fait sociétal, puisque ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui, les malades des produits, des pesticides et les morts. On a préféré le terme récit qui se rapprochait plus d'un rendu compte de quelque chose qui se passe aujourd'hui, et d'autre part, ça me permettait d'être très juste aussi dans une forme d'enquête que je mène sur ces produits. Donc le terme récit semblait plus approprié. Lors d'une des visites à l'hôpital, Gabrielle demande à son frère « Qu'est-ce que tu aurais fait dans une ferme à toi ?» Quel regard votre frère, Sylvain, portait-il sur les actes qu'il faisait au quotidien et sur la maladie qui le détruisait petit à petit ? Sur les actes qu'il me fait effectuer au quotidien, étant donné qu'il est ouvrier agricole, il était tenu de faire la plupart des traitements chimiques sur les blés, les orges. Et à cette époque-là, dans les années 70, 80, 90, ces produits-là, nul ne savait qu'ils étaient dangereux. Et on a cru comment dire, à un progrès qui allait apporter du bien-être, parce que les agriculteurs avant, quand même, n'avaient pas d'argent. Là, les rendements étaient élevés. Et la publicité que faisait Monsanto était quand même très alléchante et relativement fausse, voire frauduleuse, puisque on sait qu'il savait que c'était dangereux. Donc il n'a pas porté de regard critique. Et pendant toutes ces années, on ne pouvait pas en porter. S'il avait une ferme à lui, c'était notre rêve d'enfant, à lui et moi. Quand on était petits, on a travaillé beaucoup ensemble sur la ferme de mon père, dans les prés, pendant l'été, dans la plaine, l'après-midi, les prés le matin. Et enfant, moi j'ai rêvé de 8 à 12, 13 ans d'avoir un jour une ferme avec lui parce que c'était bien, c'était merveilleux. À cette époque-là, vous pouviez vous rouler dans l'herbe, vous pouviez mâcher des brins d'herbe, vous pouviez cueillir des trèfles à 4 feuilles. L'herbe, elle était belle, elle était fleurie, elle était saine, elle grouillait d'animaux. Donc c'était quand même, aussi dur que soient les travaux, relativement paradisiaque. Et c'est ce qu'on a perdu. La malchimie, c'est aussi le portrait que vous faites de votre frère, donc un homme digne. C'était important pour vous? La dignité, c'était tout, parce que il avait une vie difficile. Moi, je l'aimais bien, il n'aimait pas l'école, et je crois que je l'aimais pour tout ça, parce qu'il avait une intelligence extraordinaire de faire des belles choses. Il faisait, quoi. Il avait un jardin, il avait une roseraie, tout était harmonieux, tout était beau, tout était agréable, chaque chose comptait. Comment vous dire qu'à cause de ces produits-là, il était empoisonné et en soit mort, ça me reste quand même sur le cœur très très fort. Parce que c'est une mort injuste.
De retour à la librairie, nous voici au rayon bande dessinée pour découvrir les coups de cœur d'Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Laurence. Alors, je crois que le premier livre que tu as choisi de nous présenter est celui d'un anthropologue dessinateur qui nous plonge au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui. C'est La recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi, aux éditions du Seuil. C'est son 4e roman graphique et il met de nouveau en scène ce personnage qu'il a créé, entre fiction et réalité, d'un anthropologue dessinateur. Il nous embarque pour une enquête au cœur de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Ce qui se passe dans ce bocage, qui sont les gens qui l'habitent, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là alors que le projet d'aéroport a été abandonné, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de continuer la lutte. C'est une bande dessinée sociologique assez pointue, mais accessible, je pense, au plus grand nombre. Et qui nous amène à réfléchir sur notre monde d'aujourd'hui. Complètement. Sur le rapport qu'on a au monde, à notre environnement, aux animaux, les liens entre les hommes. Assez fascinant. Alors on change complètement d'univers pour ton deuxième choix. C'est un récit familial et intimiste, toujours en bande dessinée. Oui. La maison de la plage. Le texte est de Séverine Vidal et les illustrations de Victor Elpinel, c'est aux éditions Marabule. Une histoire de famille et l'histoire de cette maison, la maison de la plage. On suit Julie, une jeune trentenaire parisienne, enceinte de son premier enfant, qui retourne pour ce qui est peut-être le dernier été dans cette maison où elle a passé de nombreuses vacances. Saison où on a décidé de la vendre et c'est l'occasion de remonter le fil de l'histoire de toutes les générations qui se sont succédées dans cet endroit. C'est très doux, très chaud, très chaleureux, parfait à embarquer sur la plage en vacances pendant l'été. Alors pour ton dernier choix, tu nous proposes un abécédaire animalier qui est un véritable voyage en imaginaire pour petits et grands enfants. Pour petits et grands. C'est l'extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade. Guillaume Bianco a écrit les textes, il était très inspiré, et Marie Pompuy les a illustrés, elle était très inspirée. C'est dans la collection Métamorphose chez Soleil, et je crois que c'est un de mes plus beaux coups de cœur de ce début d'année. On suit les aventures d'une petite fille, Zoé, et de son chien, Nunuche. Le jour de pluie, l'ennui, on ne sait pas quoi faire. Et Zoé, dans la bibliothèque, trouve un ouvrage un peu poussiéreux, qui paye pas de mine. Elle l'ouvre et c'est le début d'une extraordinaire aventure. C'est la parfaite BD pour les journées pluvieuses, à étaler sur la moquette. On se regroupe tous autour, en famille, toutes les générations. Je voudrais le mettre dans toutes les mains. Merci beaucoup Aline pour ces conseils. Merci Laurent. Dialogue littéraire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. D'ici la prochaine émission au mois de juillet, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur notre site librairiedialogue.fr ou notre chaîne YouTube Librairie Dialogue. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures.